accueillir ce soir pour parler de recherche en orthophonie, à la faveur aussi de la publication du manuel de recherche en orthophonie. Et tous les auteurs de ce manuel sont ici présents ce soir. Je les remercie de participer à ce webinaire. Donc, je vois que les personnes rentrent progressivement. Nous attendons 290 personnes qui se sont inscrites. Donc, on est très content que ce sujet qui nous passionne aussi d'autres personnes qui, à 6 heures, vont prendre un petit temps et partager ça avec nous. Est-ce que je poursuis déjà, Peggy, pour qu'on soit bien à l'heure, comme on est quand même nombreux? Donc, en introduction, comme je vous l'indiquais, au mois de septembre est paru aux éditions de Boucle le manuel de recherche en orthophonie. Et ce manuel a été entièrement rédigé par des orthophonistes qui font de la recherche. Il s'adresse aux étudiants en orthophonie, en particulier pour toutes les unités d'enseignement de la formation qui sont consacrées à la recherche, et puis pour les étudiants qui sont intéressés par un parcours recherche et qui sont inscrits. Pour les étudiants aussi en santé, c'est-à-dire que la recherche en orthophonie, elle s'appuie sur les mêmes bases de toutes les recherches scientifiques, mais ce qu'on a voulu faire, c'est rassembler toutes les informations dans un ouvrage pour les étudiants en orthophonie, mais aussi les praticiens, les enseignants, les maîtres de stage et les directeurs de mémoire qui, nous, dans nos centres de formation, nous demandent souvent des informations au niveau de la méthodologie. Et on espère que cet ouvrage pourra leur servir aussi. Et donc, il s'intitule Manuel de recherche en orthophonie. La recherche en orthophonie, c'est une recherche en santé, une recherche translationnelle qui est aussi réalisée par d'autres professionnels de santé ou aussi des chercheurs qui s'intéressent à des thématiques orthophoniques, parfois dans des aspects plus fondamentaux. Et ça peut être intéressant que, grâce à ce manuel de la recherche, leur donner à voir comment nous travaillons en recherche avec nos méthodologies spécifiques par rapport à nos champs de compétences. Donc, le but de ce manuel est d'apporter des connaissances permettant de comprendre ce qu'est la recherche en orthophonie et de contribuer à son développement. Comme vous le voyez dans le sommaire, il y a 3 grandes parties. Penser, construire et mener une recherche en orthophonie pas à pas. Choisir la méthodologie adaptée à son projet de recherche et financer et promouvoir sa recherche. Peggy, si on peut prendre la diapositive suivante. Donc, le déroulé de ce moment que nous allons passer ensemble, je commencerai par rappeler la complémentarité de la recherche et de la clinique, et ensuite, mes collègues prendront le relais, et on a choisi de développer 4 méthodologies spécifiques de recherche qui sont très utiles en orthophonie. Ensuite, on donnera la parole à 3 derniers collègues qui nous donneront leur point de vue sur la recherche et comment on peut utiliser les fruits de la recherche en pratique clinique et comment cette pratique clinique peut alimenter les questions de recherche. Et on donnera la parole à une jeune collègue orthophoniste qui vient de terminer un parcours recherche et une collègue orthophoniste qui vient de terminer une thèse. Et puis, ce qui sera intéressant, c'est de pouvoir aussi échanger avec vous. Donc, pour parler de la complémentarité de la recherche et de la clinique, diapositive suivante. C'est un petit schéma qui se trouve dans le manuel. On voit bien qu'il y a vraiment des interactions entre la recherche et le soin orthophonique. À partir des soins orthophoniques vont émerger des problématiques cliniques et on va utiliser des méthodologies qui sont en recherche et qui vont nous permettre d'aller puiser des données probantes ou des méthodologies qui sont adaptées par rapport à notre question de recherche. Alors, vous voyez bien que sur la partie droite, évidemment, il y a toute une réflexion clinique de prise en compte des variables, des aspects de questions cliniques et de dispositifs cliniques. Alors, il y a quand même des différences dans la recherche et une façon de procéder parce que le temps de la clinique et le temps de la recherche est un peu différent et que dans le soin orthophonique, on s'intéresse à un individu, alors que dans la recherche, on essaie d'avoir des résultats qui sont applicables, de façon plus générale. Et ce qui est en gras dans le schéma, c'est un petit peu tout ce qui est abordé dans l'ouvrage. Comment on pose une question de recherche, quel dispositif expérimental est adapté à ma question de recherche, à quelle variable faut-il que je contrôle de manière attentive,
Quelles compétences méthodologiques, par exemple en statistique ou dans la manipulation de certains outils ou logiciels sont importantes à maîtriser, les aspects de réglementation de la recherche, et puis toute la question de la diffusion des savoirs et de la publication. Nous espérons que ce manuel va donner l'envie et les moyens aux orthophonistes de davantage donner à voir tout le travail qu'ils font sur le terrain en clinique et en recherche, et que le BP pourra être enrichi grâce à ça, parce que pour le moment, c'est quelque chose qui mérite vraiment d'être développé pour notre discipline. Dans la diapositive suivante, je vais juste aborder un élément qui est important, puisque on vous a indiqué que le manuel était aussi destiné aux étudiants de tous les centres de formation universitaire en orthophonie. Et ces étudiants réalisent un mémoire, et ce mémoire, c'est une opportunité de se familiariser avec la méthodologie de la recherche et de s'initier à la recherche en la pratiquant. Cette expérience, elle va structurer ensuite le futur exercice professionnel. Quand on fait de la recherche dans le cadre de son mémoire, on approfondit quelque chose qui va forcément nous servir ensuite dans notre pratique clinique, en abordant ces aspects-là de manière rigoureuse, créative, et en même temps se former à la recherche, se préparer à l'évolution des connaissances et dans les différents domaines qui viennent nourrir l'orthophonie et à l'évolution de notre métier. Je rappelle qu'il y a différents types de mémoire. Il y a les études observationnelles qui se font à partir de données issues de banques de données, d'enquêtes sur les pratiques professionnelles, d'observations sur le terrain. Et on peut faire des mémoires avec l'observation de participants tout venant ou observer des patients dans le cadre des soins courants ou dans le cadre d'études expérimentales. C'est le dernier type de mémoire. Je viens tout de suite pour vous dire que dans ce cadre-là, expérimentation, étalonnage ou validation d'outils, il y aura besoin de respecter une réglementation de la recherche clinique, et vous pourrez trouver des éléments là-dessus aussi dans le manuel. Deux autres types de mémoire sont l'analyse critique de la littérature en lien avec la pratique clinique, et on va avoir l'occasion d'en parler dans la suite de ce webinaire, et puis l'analyse des pratiques professionnelles et de leur représentation et ou de leurs évolutions. Alors, je vais à présent passer la parole à, alors je pense que c'est Aude Laloy, voilà, Aude Laloy du CFO de Paris, qui va nous parler de la lecture critique d'articles. Alors, c'est une terminologie qui est employée en médecine, et dans notre lieu qui est concerné par cela dans la formation, elle s'appelle méthodologie d'analyse d'articles. Aude, la parole est à toi. Oui, merci Maï. Bonsoir à tout le monde. Donc effectivement, je vais vous parler de LCA, L pour lecture, C pour critique et A pour article. La LCA, c'est une des étapes nécessaires dans une démarche BP, d'une pratique fondée sur l'épreuve. En général, on va décomposer le BP en 5 étapes successives. La première, ça va être de formuler une question clinique. Par exemple, je m'interroge sur quel est le traitement le plus efficace pour mon patient, et donc je me demande si c'est la méthode de rééducation A ou B qui sera la plus efficace. Et donc, pour répondre à cette question-là, je vais aller chercher des preuves scientifiques, des articles scientifiques dans la littérature qui traitent de ce sujet-là. Une fois que j'ai fait ma revue de littérature, ma recherche d'articles, qui est aussi l'objet d'un des chapitres d'ailleurs du manuel, je vais faire de la LCA, c'est-à-dire que je vais évaluer de façon critique ces articles scientifiques pour m'assurer qu'ils sont fiables, ou pour me dire que finalement ils ne sont pas assez fiables pour que je puisse continuer à me baser dessus. Et puis enfin, les deux dernières étapes, c'est décider de l'action clinique que je vais mener auprès de mon patient, et la dernière, évaluer l'efficacité de l'action clinique qui sera l'objet de l'intervention d'Hélène Delage. Donc dans le chapitre qui porte sur la LCA du manuel, on propose des bases de la LCA qui sont destinées aux étudiants, donc pour que les étudiants puissent notamment l'utiliser pour leur UE de méthodologie d'analyse d'articles, où on va évaluer leur capacité de critique d'articles, et puis aussi pour leur mémoire, bien sûr. Et puis c'est aussi destiné aux orthophonistes, maîtres de stage, enseignants, cliniciens, pour avoir un œil critique ou encore plus critique sur la littérature scientifique et la recherche en orthophonie. Prochaine diapo.
Donc, un premier objectif de la LCA, c'est de repérer les biais méthodologiques qui pourraient entraver la validité de la recherche qui est rapportée dans un article. Quand on parle de validité, on va souvent parler de validité interne et de validité externe. La validité interne, c'est se poser la question, est-ce que la méthodologie utilisée par les chercheurs, est-ce que leurs résultats qu'ils proposent sont fiables? Et donc là, on va essayer d'aller voir s'il n'y aurait pas des biais d'histoire, d'attrition, de réaction à la mesure, etc. Et puis la deuxième validité, on l'appelle la validité externe, c'est est-ce que les résultats qui sont proposés dans la recherche sont transférables, sont applicables à nos patients, à la population en général. Et donc, on pourra par exemple se poser la question, est-ce qu'il y a un biais de sélection, d'interaction pré-test ou test, d'environnement? Donc là, je vous ai mis un exemple, c'est écrit en tout petit, il y a deux tableaux en fait dans le manuel où vous avez une liste des différents biais. Donc là, notamment, on a le biais de réaction à la mesure qui entrave la validité interne. Son origine, c'est quand l'effet d'apprentissage est lié à une mesure répétée et donc ça biaiserait les résultats. Pour essayer de trouver s'il y a un biais, on va se poser la question, est-ce que les tâches qu'on propose au sujet dans la recherche, des tâches qu'on proposerait en pré- et en post-test, donc avant traitement et après traitement, est-ce que ces tâches seraient les mêmes? Et si oui, on aurait un biais de réaction à la mesure. Un exemple, on pourrait penser à une étude qui conclut à l'efficacité d'un traitement médicamenteux sur la mémoire auprès de patients Alzheimer. Et un biais, ce serait que les tâches de mémoire qui ont été proposées avant le traitement sont les mêmes que celles qu'on propose après le traitement. Et donc, si on a les auteurs concluent un effet d'efficacité de leur traitement, on pourrait peut-être se dire qu'en fait, peut-être que les patients ont progressé, non pas grâce au traitement, mais parce qu'on leur a proposé les mêmes tâches après le traitement, et donc en fait, ils connaissent mieux ces tâches-là puisqu'ils les ont fait avant. Prochaine diapo. Un deuxième objectif, c'est d'évaluer de façon critique les 4 parties qu'on va retrouver classiquement dans un article. Un article, il est souvent structuré de la même façon, et cette structure, on la désigne sous l'acronyme IMRED, I pour introduction, M pour méthode, R pour résultat, le petit E c'est pour et D pour discussion. En gros, chaque partie répond à une question spécifique. L'introduction va répondre à la question pourquoi les auteurs réalisent cette étude. Donc, normalement, dans une introduction, ils vont motiver l'intérêt de leur recherche. La méthode répond à la question comment ils font cette étude, quel sujet ils ont, quel matériel ils proposent, quelle procédure ils proposent. Les résultats répondent à la question qu'est-ce que les auteurs ont trouvé. Et enfin, la discussion, quelle interprétation les auteurs font de ces résultats-là. Là, vous avez une illustration d'une présentation orale de LCA qui a été proposée par 3 étudiants dans le cadre de la validation de leur UE 7.4, méthodologie d'analyse d'articles. On leur demande de lire un article aux étudiants et de présenter oralement la lecture critique de cet article. Et donc là, par exemple, vous avez la diapo pour la critique de la méthode, où elles ont listé les points positifs et les points négatifs. En point positif, par exemple, on a l'élimination du biais d'interaction pré-test-test, qui aurait pu entraver la VE, validité externe, une taille d'échantillon qui est suffisante, donc qui est correcte pour la VI, la validité interne, et dans les points négatifs, elles ont mis que la taille de l'échantillon était insuffisante pour la validité externe, que les sujets étaient peu décrits, que les critères d'exclusion et d'inclusion étaient absents ou peu précis, ou enfin que la sélection des sujets entravait les 2 types de validité. Voilà, j'en ai terminé sur la LCA. Merci beaucoup, Aude. Je vais à présent passer la parole à Hélène Delage, qui nous parle de Genève, de l'Université de Genève. Bonjour. Bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Le Bonsoir. défi et la recherche. Bonsoir. Donc, je suis intervenue dans cet ouvrage. Je suis à la base, je suis orthophoniste. Maintenant, je suis maître d'enseignement et de recherche à l'Université de Genève au sein de l'équipe de recherche en psycholinguistique et logopédie, donc orthophonie. Et du coup, j'ai rédigé le chapitre sur l'évaluation de l'efficacité des thérapies, essentiellement chez l'enfant, mais ça peut bien entendu se transférer chez l'adulte avec l'utilisation de lignes de base. Et donc, ce que j'aborde dans le chapitre, d'abord, c'est rappeler, mais brièvement, l'évidence best practice, où on a donc la combinaison de la recherche de preuves externes qui viennent de la littérature, mais on ne va pas s'arrêter là. On va aussi combiner avec l'expertise du clinicien et puis, bien entendu, la prise en compte du patient et du contexte. Et puis après, je focalise
sur l'évaluation de l'efficacité des prises en charge en orthophonie, en justifiant par le fait qu'on ne peut pas juste se baser sur la littérature, puisque les études dans la littérature vont être faites sur des populations qui ont des langues différentes, souvent sur l'anglais, qui n'a pas toujours les mêmes structures que le français. C'est aussi basé sur des enfants qui sont diagnostiqués avec des critères diagnostiques parfois différents des pays francophones, notamment au niveau de la sévérité. Et puis aussi, on a beaucoup d'enfants en situation de bilinguisme, à Genève particulièrement, mais je pense que c'est un petit peu le cas partout. Et puis dans les études, c'est souvent sur des enfants monolingues. Aux États-Unis, il faut croire qu'ils ont beaucoup d'enfants monolingues et donc leurs études sont surtout sur des enfants monolingues. D'où l'intérêt d'évaluer l'efficacité de nos propres thérapies, même si on se base sur la littérature. Et donc, on va utiliser notamment, il y a d'autres approches qu'on va voir, vous allez voir après, les lignes de base multiples. Donc, dans le chapitre, j'explique, vas-y Peggy, tu peux cliquer. Voilà, j'essaye vraiment de manière assez didactique de dire comment on construit ces listes. Il y a des listes de différents types, soit on va viser plutôt un apprentissage spécifique ou alors une stratégie. Ensuite, comment on va mesurer justement ces listes, comment on va évaluer ces items en pré- et en post-test, en dénomination, en lecture, en complétion d'énoncés, etc. Ensuite, comment on va proposer une thérapie qui va être ciblée sur la liste qu'on veut travailler, puis ensuite voir si cette thérapie va avoir un effet de généralisation justement sur la liste qui ne va pas être travaillée. Et puis ensuite, comment on va évaluer l'efficacité de sa propre thérapie avec notamment mention des tests qu'on va utiliser, des tests statistiques qui sont des tests qui sont vraiment plutôt faciles finalement à prendre en main quand on est clinicien. J'insiste aussi sur le fait qu'on prend en compte la variabilité des contextes d'application. On ne fait pas juste de l'EBP sur des mots et sur des phrases. On peut aussi faire de l'EBP sur du comportemental. Et je donne un exemple de vignette clinique sur un enfant TSA où on a travaillé sur la formulation de demandes, qu'elles soient verbales ou non verbales. Du coup, dans le chapitre, il y a des aspects méthodologiques et puis il y a aussi beaucoup d'illustrations dans des contextes différents. Donc, Peggy, si tu passes à la slide d'après, là, c'était des exemples de listes qui ont été créées dans un. Alors, c'est vraiment une vignette clinique, c'est des étudiantes en master de logopédie et puis des vignettes que j'ai regroupées dans un article d'Anaé, où là, on avait un travail plutôt sur la morphosyntaxe avec des items à la fois spécifiques sur le genre des déterminants indéfinis et puis aussi des items de type stratégie sur le genre du pronom sujet. Donc, en fonction du genre du déterminant, on va avoir le genre du pronom sujet qui va concorder. Et donc là, c'était vraiment pour illustrer la construction des listes, quelle base de données on utilise, comment on fait pour que les listes soient équivalentes en termes de difficulté, en termes de fréquence, de longueur, quelle base de données on utilise. En l'occurrence, ici, je crois que c'était la base de données Manulex. Donc, si on passe à la vignette d'après, c'est aussi pour montrer comment on va organiser sa thérapie avec le pré-test, comment on va passer ces listes. Par exemple, ici, c'était en dénomination d'image pour un travail sur la phonologie. Donc, c'était un travail qui ciblait un processus phonologique simplificateur d'occlusion. Et puis ensuite, la structuration des séances. Là, ici, c'était avec la méthode métaphone. Donc, c'est vraiment basé sur la littérature. Et puis, à la fin des séances, on a le post-test. Voilà, où on va pouvoir vérifier l'efficacité de la thérapie. Et c'est une vignette qui a été présentée, qui est publiée maintenant dans la revue Glossa. C'est un article, donc c'est Sophie Ducrot, qui était une étudiante, qui est la première autrice, on dit, et qui regroupe plusieurs vignettes cliniques en langage oral et en langage écrit aussi. Et puis, j'avais mis pour dernier exemple, pour montrer comment on va faire pour évaluer l'efficacité des thérapies. Donc ici, c'est une vignette qui a été publiée dans la revue Rééducation orthophonique, où avec ma collègue Cécile Pont, on représente un peu les principes de l'EBP, également comment on construit les lignes de base, et puis ensuite comment on va tester l'efficacité entre le pré-test et le post-test. On voit ici, non, reviens en arrière, on voit ici que la liste A, c'était une liste de vocabulaire, c'est une thérapie d'enrichissement lexical. Donc, on voit ici en post-test immédiat qu'on a une très belle progression. Et comme on est en contexte clinique avec un vrai patient en face de nous, qu'on continue à voir, en l'occurrence, c'était le patient de ma collègue, on peut le retester 2 mois plus tard, 8 mois plus tard, pour voir effectivement les effets à long terme de la thérapie. Et on voit ici que la progression, elle diminue avec le temps. Ça nécessite un rafraîchissement finalement des connaissances. Et c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire vraiment en situation clinique.
Donc là, tu peux cliquer. Voilà. Donc, finalement, pour conclure, les objectifs de ce chapitre, c'était vraiment de sensibiliser à la fois les cliniciens et les étudiants en orthophonie à l'approche vraiment des lignes de base, que finalement, c'était simple, relativement simple à mettre en œuvre, que ça permettait aussi d'avoir confiance dans sa prise en charge, aussi de donner des preuves à la fois aux patients, aux parents, et puis aussi aux organismes de soins qui payent pour les prestations. Après, si tu cliques, parce que je me souviens plus ce que j'ai écrit, voilà que cette approche, elle était destinée à des patients uniques, mais qu'on pouvait aussi l'appliquer avec des groupes de patients. Et du coup, dans le chapitre, je donne aussi des exemples avec les travaux d'Estelle, je crois. Je crois. Non, même pas. C'est des travaux à moi, désolé. Des travaux à moi sur voilà, des études sur des petits groupes. C'est un entraînement syntaxique sur 7 patients et on peut avoir la même méthodologie sur des études de groupe. On peut cibler la phonologie, le lexique, la syntaxe, mais on peut aussi aller au-delà de ces niveaux langagiers, donc sur des cibles diverses, en allant aussi vers la pragmatique, vers la narration, vers la communication non verbale. Et puis, j'essaye aussi de citer, de donner les liens avec les outils adaptés, quelles bases de données on peut consulter, quels tests statistiques on peut utiliser. Et donc, pour conclure, enfin en tout cas la petite conclusion que j'ai rédigée, l'idée c'est vraiment que l'orthophonie soit de plus en plus reconnue comme une discipline scientifique à part entière, qu'on n'ait pas à faire des petites choses comme ça dans notre bureau et qu'on est tout à fait capable de prouver, de justifier ce qu'on fait et de prouver l'efficacité de notre travail. Du coup, je répondrai aux questions s'il y a des questions à la fin. J'espère que c'était assez clair. Oui, c'était très clair. Merci Hélène. Merci. Maintenant, on passe la parole à Nathalie Joyeux et Stéphanie Borel qui vont nous parler des études qualitatives en recherche orthophonique. Bonjour, excusez-moi, je suis en retard, j'étais en formation. C'est Nathalie qui va parler pour le diapo, je crois. Bonjour tout le monde. Nathalie, je pense que... Ah, on ne t'entend pas, mets ton micro. Oui, c'est mieux avec le micro. Bon, effectivement, c'est notre article, c'est pas, voilà, donc on était deux et c'était très, très intéressant de travailler sur ce sujet qui pose question, études qualitatives, recherche qualitative en orthophonie, qu'est-ce que c'est? Donc notre chapitre est modeste, mais il est le lieu... Non, il faut rester sur la diapo. Je n'ai que 2 diapos, donc... c'est important, on voit beaucoup de mémoires qui s'intéressent à des études pour lesquelles on n'est pas trop satisfait de la qualité et on voudrait aussi valoriser ce contexte de la recherche qualitative. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette notion, il y a même une revue qui s'appelle Recherche qualitative. Donc, on vous ramène à toute cette documentation hyper spécifique. La recherche qualitative, elle s'intéresse aux représentations et aux comportements. Donc, dès lors qu'on voudrait savoir ce que pensent les gens, comment ça fonctionne, pourquoi ils font telle ou telle action, comment les personnes ou les groupes fonctionnent, c'est par là qu'il faut aller voir, qu'il faut les chercher. C'est une méthode qui est particulièrement rigoureuse, très réflexive, peut-être solitaire, avec des moments d'aller-retour. On pose un peu le focus sur une action d'un patient ou d'une population, et puis on va réfléchir seul, et puis on va en reparler avec d'autres. Donc, il y a des allers-retours. Le contexte de la recherche qualitative, c'est tout ce qui est en lien avec la sociologie. Donc, c'est un domaine vaste qui n'est pas le domaine de l'orthophonie, mais qui nous donne des outils magnifiques pour étudier les choses. Un grand pan de l'orthophonie, et pas que de l'orthophonie, mais de la santé en général, c'est le partenariat avec les patients. Et la recherche qualitative, elle nous apporte tous ces outils techniques. Donc, on va chercher du côté de la sociologie avec des domaines comme la phénoménologie, l'ethnographie. On va s'installer parfois, non, pas encore, on n'est pas pressé. On va s'installer parfois chez un patient pour aller le regarder de près, pour savoir comment ça marche. Et puis, on va essayer de réfléchir pourquoi ça fonctionne comme ça.
il y a un fond théorique très, très précis, issu notamment de l'école de Chicago, avec la théorie ancrée. C'est une méthode vraiment réflexive, inductive, avec un long raisonnement, des remises en question des observations et de ce qu'on peut penser. C'est un peu la statistique intellectuelle. On peut passer à la diapositive suivante. Donc, d'un point de vue très pratico-pratique, on décrit un certain nombre au niveau de la méthodologie d'approche. Donc, on va s'intéresser à la conduite de l'entretien. Donc, tous ceux qui sont intéressés par ces aspects vont pouvoir lire des ouvrages très précis, très didactiques, faits par les sociologues ou les psychologues en santé sur la façon de conduire des entretiens. Ils sont multiples. Je vous en ai cité quelques-uns après, on va y revenir. Et puis, quand on conduit un entretien ou qu'on fait des observations, on va les transcrire. Donc, on a une caméra, on a éventuellement un analyseur de texte. Ensuite, on va étiqueter tout ce corpus recueilli, à la fois de gestes, de paroles, de comportements. On va faire une analyse avec des outils qui vous sont cités un peu plus loin et pour arriver à des catégorisations. Donc, tout ça nous semble un raisonnement connu, mais avec des outils qui sont particulièrement exigeants et notre chapitre ne les détaille pas particulièrement, il les évoque. Il faut aller se former précisément à ces techniques. Donc, je reviens un tout petit peu sur des dispositifs qui utilisent cette méthodologie. Donc, le focus group a été décrit par je ne sais plus qui. Je suis vraiment désolée par l'auteur qui a décrit le focus group. Donc, allez fouiller dans le manuel pour les focus group. Et nous les utilisons, nous les avons utilisés dans les mémoires d'orthophonie déjà dans le passé et encore à venir. Oriane qui a fait les focus. Voilà, pardon Oriane. Donc, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Je crois, Stéphanie, que tu es en train d'utiliser cette technique des focus group. Je suis en train d'en faire pour la première fois. Et c'est d'une richesse incroyable, mais je n'ai pas encore transcrit. Donc, j'ai juste fait le focus group. Je pense que c'était le moment peut-être le plus agréable. Et maintenant, il faut que je transcrive et que j'analyse. Donc, voilà, c'est parce que ces techniques, elles sont aussi assez chronophages, mais c'est tellement riche. Et donc, voilà, on a déjà fait quelques mémoires en utilisant cette technique. Il y a le récit de vie, moi, que j'aime beaucoup, pour lequel nous allons faire un mémoire sur le récit de vie des patients SLA face aux aides de communication, aux besoins d'aide en communication. Donc, le récit de vie, ça commence par « racontez-moi ». Et c'est une belle rencontre avec des patients. Et ensuite, eh bien, il y a un travail de moine copiste qui va transcrire, étiqueter, analyser, catégoriser. Vous connaissez tous la méthode Delphi qui a été utilisée pour revoir les classifications des troubles du langage, notamment dans le neurodéveloppemental. Et puis également, ce qui pourrait être intéressant à développer du côté de l'orthophonie, les recherches-actions qui sont aussi intéressantes. Donc enfin, pour terminer, on est aidé au niveau des outils par un certain nombre de logiciels. On a cité que Tropes et NVivo, mais il y en a d'autres, selon les laboratoires dans lesquels on travaille et selon leur ancienneté par rapport à l'utilisation de ces logiciels. Voilà, j'espère que j'ai pu vous intéresser à ce domaine passionnant de la recherche qualitative. Bonsoir à tous. Stéphanie, tu veux dire un petit mot ou pas? Ah non, pas du tout. Je laisse la parole à Nathalie. J'étais ravie de faire ce chapitre avec elle. Et comme elle le disait, en fait, on a donné beaucoup de pistes et beaucoup de biblios pour que les étudiants, notamment, et les collègues, aillent chercher vraiment à se former parce que ce n'est pas juste des entretiens. C'est bien plus que ça. Il faut aller chercher vraiment à se former ou se faire encadrer par quelqu'un de formé à la sociologie ou à ces techniques parce que c'est vraiment spécifique. C'est le message qu'on veut faire passer aussi avec Nathalie. Merci Stéphanie. Et maintenant, on ne va pas faire juste les cas cliniques, mais les SCED avec Marie-Lina.
Bonsoir à tous. Donc moi, je vous parle d'un des chapitres que j'ai rédigé pour cet ouvrage sur la recherche en orthophonie qui porte sur les cas cliniques expérimentaux. Donc l'acronyme, c'est SCAD pour Single Case Experimental Design. Et donc, il s'agit d'étudier de façon prospective un patient ou un petit groupe de patients en faisant des mesures répétées pendant plusieurs phases. Donc une phase pré-intervention, une phase pendant l'intervention et éventuellement de suivi post-intervention. Donc, ça va être une alternance de différentes phases où on va mesurer de façon très précise et fréquente un comportement donné. Donc, on souhaite observer la modification éventuelle par une intervention dont on aimerait évaluer l'efficacité. Donc, c'est vraiment à distinguer des cas cliniques rétrospectifs qui sont souvent assez narratifs et pour lesquels on n'a pas un bon niveau de preuve. Donc ici, c'est vraiment des choses qui méthodologiquement sont très bien construites et qui nous permettent d'avoir un bon niveau de preuve pour montrer l'efficacité de nos interventions dans le domaine de l'orthophonie, où chaque patient va être son propre contrôle. Et donc, c'est vraiment particulièrement adapté dans nos interventions parce que souvent, dans la recherche en orthophonie, on va avoir des populations soit de pathologies assez rares avec des difficultés de recrutement ou alors des profils qui vont être très hétérogènes et donc pour lesquels ça ne va pas forcément être très adapté de faire un essai contrôlé randomisé comme on peut observer dans certaines études cliniques dans d'autres disciplines médicales. Voilà, Peggy, si tu peux mettre la diapo suivante. Donc, dans le chapitre, je présente les différents types de SCAD, puisqu'il y a, selon la construction du design expérimental, plusieurs options. Et en fait, j'explique comment on va choisir d'utiliser un type ou un autre de cas clinique expérimental. Donc, ça va dépendre notamment du type d'intervention que l'on souhaite évaluer. Donc, on distingue les interventions pour lesquelles on attend un effet plutôt on-off, c'est-à-dire que dès qu'on va introduire l'intervention, on s'attend à observer un résultat. Et puis, dès que l'intervention est retirée, on s'attend à ce que le patient revienne à son niveau de base. C'est le cas, par exemple, quand on va proposer des dispositifs tels que des synthèses vocales ou des moyens de compensation comme des aides mnésiques, par exemple. Où dès qu'on introduit ce mode de compensation, le patient, on attend qu'il progresse. Et si on retire cette aide, a priori, le patient va revenir à peu près à son niveau de base. Donc, dans ces cas-là, on va opter plutôt pour des designs de type introduction-retrait ou en traitement alternant, comme vous voyez les schémas là sur cette diapo. Donc, on alterne des phases A et B, ici pour le schéma, enfin l'illustration tout à gauche, où on va avoir une première phase A où le patient, par exemple, ne bénéficie pas de la synthèse vocale. Et puis, en phase B, on met en place la synthèse vocale où on voit, par exemple, que la production ou la communication d'infos pertinentes pour le patient va être plus importante. Et puis, quand on va retirer l'aide, à nouveau, le patient va avoir des performances moins bonnes. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on peut mettre en évidence l'intérêt de cette intervention pour ce patient donné. Donc, en traitement alternant, ce qui est un peu différent, c'est que là, on va proposer, par exemple, 2 dispositifs la même journée pour les comparer, et on va faire des mesures où on va randomiser l'ordre. Donc, une fois, c'est tel dispositif le matin et l'autre l'après-midi, et puis on va changer au cours du temps pour pouvoir comparer les faits. Et pour les effets plutôt qu'on va dire progressifs ou un peu différés et qui vont se maintenir après l'arrêt de l'intervention, on va plutôt utiliser des designs qu'on va appeler en ligne de base multiples. Donc, ça peut être, par exemple, comme l'illustration ici sur la diapo tout à droite, ligne de base multiple à travers les sujets, où ici, on va introduire l'intervention chez des patients de façon séquentielle. Donc, les patients ne vont pas avoir l'intervention au même moment. Donc, certains vont avoir une ligne de base qui vont durer plus longtemps que les autres pour s'assurer que finalement, les performances restent stables, quel que soit le moment où on introduit l'intervention. Avant que le patient en bénéficie, ces performances sont relativement stables. Et c'est uniquement quand on va proposer l'intervention en phase B que le patient va se mettre à progresser. Donc voilà, c'est une illustration de différents résultats qu'on peut présenter comme ça de façon... Donc ça, c'est les représentations graphiques qu'on peut proposer pour l'analyse des SCAD.
Diapo suivante. Voilà, je vous illustre juste par un exemple dans le cadre d'un mémoire d'orthophonie qui a été réalisé cette année au DUFO à Paris par Maureen Lemanissier et Camille Riboulot, qui ont étudié l'effet d'une intervention sur les transcodages numériques chez des patients qui ont une acalculie. Et donc, en phase pré-thérapie, phase A, comme vous voyez tout à gauche, les patientes ont une rééducation cognitive classique parce que c'est des patientes qui ont des troubles cognitifs par ailleurs. Et en phase B, on a introduit des actes thérapeutiques spécifiques pour le domaine mathématique. Et ensuite, à nouveau, phase A, post-thérapie, où elles reviennent à une rééducation classique comme elles avaient avant la rééducation des maths. Et donc, vous voyez à droite l'illustration des résultats en baseline, en ligne de base. Il y a une patiente qui progresse déjà un petit peu spontanément, puisqu'elle a une rééducation déjà cognitive intensive. Mais au moment de la phase de l'intervention, elle se met à progresser beaucoup plus, puisqu'il y a plus de la moitié des points qui sont strictement au-dessus de la ligne verte, ce qui permet au niveau graphique de conclure à l'efficacité de l'intervention. Donc dans le chapitre, je détaille les variables qu'on va choisir d'étudier et les moyens graphiques et statistiques pour évaluer l'efficacité d'une intervention en orthophonie. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Marie. Nous allons maintenant aborder 3 points de vue différents. Tu peux revenir sur... Voilà, et je vais passer la parole à Antoine Renard pour montrer qu'on peut faire de la recherche et s'en servir tous les jours dans la pratique clinique, et notamment en libéral. Bonjour à toutes, merci Marie. Effectivement, le message que je souhaite faire passer et qu'on a souhaité faire passer avec cet ouvrage, c'est que la recherche en fait, et la clinique sont 2 éléments indissociables. Et quand on est en clinique avec les patients, il y a une intrication très forte de la recherche dans nos habitudes. Quant au choix des outils, par exemple, c'est extrêmement important d'avoir les idées claires quant aux avantages et aux limites des outils sur un plan psychométrique, sur un plan de la qualité de la construction, par rapport au modèle théorique. Ce choix des outils, il conditionne directement à la fois le diagnostic qu'on peut poser et il va conditionner également l'interprétation des performances. Et en cela, la recherche, alors en tant que clinicien, on n'a pas à connaître tout de la question du choix des outils, mais on a intérêt à avoir des repères qui sont les plus fiables possibles quant à la qualité des outils et à la décision de prendre plutôt l'un que l'autre, au-delà des préférences, on va dire, personnelles. Ce choix des outils, donc prendre un outil, si je prends un outil pour l'évaluation des troubles acquis du langage chez l'adultes, qui serait fondé théoriquement, qui serait normé, avec une population suffisante, va nous permettre de proposer une qualité diagnostique qui d'emblée sera meilleure, sera supérieure à celle qu'on aurait obtenue avec un outil qui date peut-être de 20 ou 30 ans, qui n'équilibre pas les variables linguistiques et pour lequel on n'a pas de normes, c'est-à-dire de population contrôle. Alors, pourquoi c'est important tout ça? Parce que finalement, l'objectif de l'évaluation du langage, c'est de déterminer un profil langagier, c'est-à-dire de savoir qu'est-ce qui fonctionne bien chez le patient, qu'est-ce qui ne fonctionne pas et pourquoi ça ne fonctionne pas. Eh bien, pour répondre à ces 3 questions-là, il est aujourd'hui clair qu'on ne peut pas le faire avec un outil qui est suranné. Et en ça, la recherche va vraiment nous aider et s'immiscer dans notre clinique parce que comprendre les mécanismes sous-jacents déficitaires, c'est déjà avoir un premier pas dans une thérapie adaptée qui vous a été par ailleurs décrite sur le plan méthodologique par Marie Villain juste précédemment. Alors, peut-être ce qu'on peut se dire aussi, c'est que pour les cliniciens que nous sommes, il n'est peut-être pas nécessaire de démontrer l'efficacité de nos thérapies pour tous les patients, parce que clairement, nous n'avons malheureusement pas le temps, mais ce sont des outils qu'on peut mettre à disposition dès lors qu'on se pose la question pour une aphasie vasculaire, par exemple. Est-ce que ce patient-là
progresse encore, ou pour une aphasie dégénérative, est-ce que ce type d'intervention linguistique au premier plan ralentit la dégradation en fonction des items que je traite par rapport aux items que je ne traite pas sur un intervalle de temps donné. Autrement dit, là où on pourrait penser que cet ouvrage se destine principalement à des orthophonistes chercheurs en devenir ou accomplis, on constate clairement que cet ouvrage se destine aussi aux orthophonistes cliniciens de terrain que nous sommes et aux orthophonistes en devenir cliniciens et ou de recherche, que sont les étudiants et qui, comme vous l'a dit Maïtran, se construisent une identité professionnelle et scientifique à l'occasion du travail de fin d'études qui est peut-être vu par certains comme une sanction par un moment difficile, mais qui au final est clairement constructif pour la pratique clinique quotidienne future. Donc, voilà ce que j'avais à dire pour ce point de vue-là. Merci beaucoup Antoine. Donc nous, on est diplômés depuis un petit moment, mais il y a des jeunes diplômés en orthophonie ou des jeunes diplômés en doctorat qui vont maintenant s'exprimer. Et donc, nous accueillons Diane Picard-Dubois qui a soutenu sa thèse en 2020 et qui va nous expliquer un petit peu ce parcours-là. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? On t'entend très bien. Merci. Ah, super. Alors, du coup, donc, je m'appelle Diane Picard-Dubois et j'ai effectivement du coup soutenu ma thèse sur la production et la perception des émotions chez les patients qui ont une paralysie faciale en décembre 2020, thèse qui a été dirigée par professeur Peggy Gatignol. Donc, on m'a demandé, j'ai eu la chance en fait de pouvoir écrire plusieurs articles dans ce livre de manuel de recherche en orthophonie. Et on a parlé un moment aussi avec Peggy Gatignol du coup des différentes réglementations en fonction des différents types de recherche. Donc, je voulais vous faire part de mon expérience en fait lors de ma thèse, qui était une recherche dite de catégorie 2, c'est-à-dire que c'était une recherche à risque et contraintes minimes, mais ça n'était pas une recherche de catégorie 3, donc non interventionnelle, puisque je faisais des questionnaires et je mettais des tests différents de ceux de la routine clinique. Donc, il faut savoir qu'en fait, donc, la thèse, généralement, c'est sur 3 ans. On peut faire plus si en fonction des possibilités avec l'école doctorale. Moi, j'ai fait ma thèse j'ai fait une partie de ma thèse sur mon temps libre, puisque en fait, j'étais à temps plein clinicienne. Donc, il est possible de faire et de la recherche et de la clinique, comme le disait Antoine Renard tout à l'heure. Et sur ma première année de thèse, ce qui était important à savoir, c'est qu'il y avait toute une démarche protocolaire et réglementaire à respecter. Là, ça a été vraiment toute mon année 2017-2018 où il a fallu finalement créer le protocole et respecter différentes étapes avant même de pouvoir inclure des patients. Donc, il est important d'avoir en tête qu'il y a quand même un certain délai à respecter avant d'inclure les premiers patients, mais délai qui est nécessaire pour la maturation aussi du projet. Donc, je vous ai listé, et c'est beaucoup plus décrit dans le manuel, les différentes étapes pour les différentes catégories de recherche. Généralement, en orthophonie, ce sont les catégories 2 ou les catégories 3. Donc, il y a plusieurs étapes. La première, c'est d'enregistrer en fait son étude sur le site de l'ANSM et d'obtenir un numéro qu'on appelle identité RCB. IDRCB, et c'est ce numéro-là qu'on va toujours annoter sur nos documents qu'on va donner au CPP, enfin au comité de protection de personnes. Puis la deuxième étape, c'est de la rédaction du protocole et d'une brochure investigateur si on met en place un nouvel outil. La rédaction du protocole, c'est vraiment la base en fait du projet de recherche. Ça correspond à tout ce que vous mettez en place quand vous faites un appel à projet ou ce que les étudiants peuvent écrire lors de leur dossier de réflexion thématique en Master 1, leur DRT. C'est vraiment expliquer toute la justification scientifique, la méthodo, le protocole, comment il va se dérouler. Puis, troisième étape, allez voir l'assurance parce que vous êtes avec des patients, c'est en dehors de votre cadre clinique. Du coup, il est nécessaire d'assurer l'étude.
Quatrième étape, c'est créer un cluster investigateur. Donc, dans ce cluster investigateur, il y a vraiment tous les documents réglementaires, votre protocole, votre CRF. Donc, c'est le cahier où vous notez tout ce qui se passe pendant les passations. Il y a la note d'information, les différents consentements, le listing de tous vos participants avec les listes d'anonymat, toutes les documentations réglementaires qu'on vous a demandées dans les différents comités d'éthique ou de protection des personnes, les CV de tous les investigateurs et tous les amendements possibles du protocole. Donc, ce classeur-là, il est très important. C'est très rigoureux de l'avoir, puisque si jamais il y a un audit, on va vous demander ce classeur et on va tout vérifier. Puis, une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir enregistrer votre protocole en déclaration de registre international. Donc, moi, j'avais fait les clinical trials. C'est important de déclarer son étude avant même de commencer les inclusions, puisque dans les revues après, parce que votre but, c'est de communiquer ensuite vos résultats. Et les revues peuvent vous demander en fait de vérifier, peuvent vous demander votre numéro de clinical trial pour vérifier qu'en fait vous avez bien respecté dans votre méthodo, dans votre passation de protocole, ce que vous aviez clairement défini au début, pour éviter qu'il y ait du p-hacking, qu'on essaye de modifier la méthodologie pour aller pour obtenir les résultats qu'on souhaite. Non, bien au contraire, poser d'abord ses objectifs, ses critères de jugement et ensuite faire l'inclusion et respecter ce protocole. Vous avez le besoin de faire l'avis du CPP dans cette catégorie 2 de recherche. Donc, c'est un avis de comité de protection des personnes. Et donc là, c'est tout un dossier. Donc, en fonction du tirage au sort, parce qu'il y a plusieurs centres de comité de protection de personnes en France, donc en fonction du centre qui vous a été attribué par tirage au sort, vous allez avoir un dossier à remplir en particulier. Et une fois que l'avis CPP a été favorable, il y a une notification à l'ANSM, donc l'Agence nationale de sécurité du médicament, qui va être mise en place. Et une fois que vous avez fait toutes ces étapes, vous allez pouvoir inclure vos premiers patients et faire votre protocole. Donc, ça a l'air d'être assez long, mais c'est faisable, ça se fait bien. Je vous ai mis juste en dessous, en italique, en fait, les différentes étapes pour que vous puissiez voir le nombre de mois qu'il faut pour réaliser toutes ces étapes. Donc, par exemple, moi, le CPP de Tours, je l'ai déposé en avril 2018. Donc, j'ai reçu l'accusé le 14 mai. J'ai eu mon avis le 29 mai, un avis favorable, mais qui me demandait de mettre des corrections. Et avec les différents allers-retours, je n'ai pu inclure mes patients que fin août, début septembre. Donc voilà, il faut quand même avoir en tête qu'il y avait 5 mois d'écart entre mon dépôt de CPP et le moment où j'ai pu inclure mes patients. Et pareil, je vous ai expliqué, je vous ai mis le CER, c'est un comité d'éthique un peu différent, comité d'éthique qui, pour des recherches qui ne sont pas de catégorie 2, et là, pareil, j'ai demandé un avis en juillet 2018 et j'ai pu avoir qu'en février 2019 la réponse favorable, puisque ce sont des personnes qui sont dans ce comité d'éthique qui ont une pratique clinique à 100% et qui analysent en fait les dossiers sur leur temps libre. Donc, ça prend toujours un petit peu de temps pour que ça nous revienne. Donc, faut voir aussi, faut comprendre ce délai-là. Voilà un peu pour cette partie réglementaire de la première année de thèse et je reste disponible pour répondre à vos questions pour les 2 autres années de thèse, si vous en avez. Merci beaucoup Diane. Je pense que c'est important d'aborder, comme certains d'entre vous l'ont fait, les choses très pratiques du quotidien, le temps que ça prend, les compétences qu'il faut avoir ou qu'il faut acquérir. Nous allons terminer avec le dernier point de vue avant de pouvoir échanger avec les participants. Et là, nous allons accueillir Cordélia Fauvet qui a fait un parcours recherche dans le cadre du cursus master et qui va nous parler des revues systématiques. Bonsoir à tous, merci beaucoup. Oui, du coup, moi, je suis orthophoniste depuis seulement juin 2022. Je travaille actuellement dans un cabinet libéral avec 3 autres orthophonistes et je commence tout doucement à préparer une thèse. Donc, je vais vous parler ce soir de mon parcours recherche et de ce que m'a apporté la méthodologie de la revue systématique de la littérature, méthodologie que j'ai découvert en 4e année lorsque j'ai dû rédiger le DRT. Et puis, j'ai ensuite poursuivi sur ma lancée en choisissant la revue systématique de la littérature comme format de mémoire. C'était un mémoire qui a été encadré par Peggy Gatignol et Marie Villain. Donc, j'ai exploré la recherche bibliographique pendant 2 ans
avec en parallèle chaque année un travail en lien avec la Suro sur ce même thème. Et grâce à ces 2 ans, j'ai vraiment appris les bases de la recherche bibliographique. Donc déjà, tout simplement, comment sélectionner des mots-clés pertinents pour un sujet et puis surtout comment les articuler pour obtenir des résultats plus ou moins sensibles selon ce qu'on cherche à obtenir. Si on veut des résultats plutôt larges pour se faire une première idée sur un sujet ou au contraire des articles bien spécifiques qui traitent d'un sujet précis et pointu. Et puis, j'ai aussi appris peu à peu comment lire un article scientifique de façon efficace pour en tirer rapidement les informations qui m'intéressent, avec plusieurs grilles pour juger la qualité méthodologique de ces publications de façon fiable, pour savoir comment les interpréter et puis surtout quel poids leur donner selon la méthodologie adoptée par leurs auteurs. Et puis, j'ai pu approfondir cette démarche en dernière année avec la rédaction du mémoire. Dernière année qui a été un peu particulière puisque je l'ai faite en étant inscrite à 2 masters. Donc la dernière année d'orthophonie à Lyon et puis un master 2 de santé en recherche et réadaptation à la Sorbonne. Donc ce travail du mémoire, ça demande vraiment de passer, comme on l'a dit tout à l'heure, d'une question clinique à une question de recherche. Et donc ça m'a vraiment obligée à me poser une question ultra précise que j'ai pu ensuite transformer en équation de recherche sensible qui m'a fourni des résultats et des données que j'ai pu exploiter ensuite. Donc cette revue systématique, ça m'a permis de confirmer une hypothèse clinique en identifiant toutes les données bibliographiques qui existaient sur un sujet et en me permettant de les analyser de façon systématique et puis fiable, grâce à une méthodologie suffisamment sécurisante et cadrante. Parce que la revue systématique de la littérature, ça impose ce cadre rigoureux, puisqu'elle demande à pouvoir être absolument reproductible. Du coup, à partir d'un apprentissage qui était vraiment pratique, orienté vraiment métier orthophonique, j'ai pu, grâce à ce travail autour de la recherche biographique et avec un master un peu plus général, me placer dans toute autre position et prendre du recul sur la pratique et donc devenir à la fois future praticienne et chercheuse. Et pour reprendre le schéma qu'on a vu tout à l'heure, j'ai vraiment eu l'impression de me retrouver dans ce schéma qui articule pratique, théorie et recherche, puisque la revue systématique de la littérature, ça m'a permis de creuser en profondeur une question clinique précise, en faisant l'état des lieux de tout ce qui avait déjà été dit, prouvé et démontré jusqu'à présent. Et puis ce travail bibliographique, ça donne aussi un sentiment d'utilité, parce qu'on peut se dire que tout ce travail laborieux et exigeant de collecte, d'analyse des données, ça permettra peut-être de gagner un peu de temps, de faire gagner un peu de temps à ceux qui s'intéressent à un même sujet ou qui se posent un peu les mêmes questions, comme le but de la revue systématique de la littérature, c'est vraiment de synthétiser les connaissances actuelles, éventuellement d'établir un consensus ou bien de faire un point sur des résultats qui ont pu être controversés. Ça permet aussi de confirmer ou bien de réfuter une pratique et puis éventuellement aussi d'obtenir des recommandations de pratique. Après, plus concrètement, rédiger à la fois le mémoire et le chapitre du manuel, ça m'a permis de gagner beaucoup de temps parce que je savais sur la méthodologie, puisque je savais où je devais aller et puis un petit peu quelles erreurs éviter. Et ça m'a surtout aidé à découvrir des logiciels extrêmement utiles pour gagner du temps, pour m'aider pour mes statistiques. Et ça m'a permis de me focaliser vraiment sur la qualité des études que j'incluais, en me posant la question de leur fiabilité méthodologique et puis surtout en me donnant des outils pour répondre à mes questions. Et puis ça m'a permis de voir en temps réel toutes les limites, qu'elles soient humaines ou méthodologiques, qui peuvent apparaître inévitablement quand on réalise une revue systématique de la littérature. Donc finalement, cette dernière année, la revue systématique et puis mon double cursus, ça m'a vraiment permis d'acquérir une méthodologie de recherche et une rigueur scientifique qui va m'aider ensuite, j'espère, à viser la pratique basée sur les preuves. Merci beaucoup. Pendant que chacun des intervenants, pour le rapide échange qu'on va faire pour essayer de terminer à l'heure, rallume sa caméra et son micro, Oriane va
dire quelques mots de la Suro, puisque l'ouvrage, hein, aucun des auteurs qui est présent aujourd'hui ne fera de bénéfice sur cet ouvrage, puisque tous les bénéfices vont à la Société universitaire de recherche en orthophonie. Merci Maï. Si Stéphanie aussi veut se connecter, hein, si elle veut parler en même temps en binôme, petite présentation rapide, parce qu'on est toujours un peu court dans les délais, mais je tiens aussi à féliciter les intervenants, parce que faire des présentations en 5 minutes, c'est pas simple, surtout moi qui vous montrais l'heure, je vous mettais un peu la pression en allumant ma caméra, donc bravo à tous et toutes. Donc pour rappel, la Suro, c'est la Société universitaire de recherche en orthophonie. On l'a montée avec Maï, hein, qui est ici, Stéphanie et Peggy. Donc on est les 4 membres du bureau. Elle a été fondée en octobre 2020 et elle comprend actuellement 200 membres qu'on remercie d'être présents et de nous soutenir dans cette démarche de promotion et de diffusion de la recherche en orthophonie. Je ne sais pas si tu veux compléter, Stéphanie, tu n'hésites pas. Donc là, c'est pour rappeler le thème des journées scientifiques d'orthophonie et aussi des webinaires qui seront sur toute l'année de la Suro en 2023. Parce que vous savez, il y a toujours une thématique annuelle qu'on suit. Là, ce sera comment intégrer les données probantes dans ma pratique orthophonique et améliorer mes prises en charge. Donc, on est dedans quand on parle comme ça de BP, de recherche, déjà dans toutes les interventions qu'on a eues ce soir. Donc, ces données probantes, ça peut paraître flou comme ça, mais vous allez voir, après, ça sera des thématiques spécifiques avec des pathologies et des prises en charge orthophoniques spécifiques. Pour rappel, une fois tous les 2 mois, donc c'est les premiers jeudis du mois, on a des webinaires qui sont à la Suro. Le prochain est le jeudi 9 février à 18h, souvent c'est à 18h. C'est sur la revue de la littérature systématique avec donc comme type méta-analyse, combiner les résultats de plusieurs études pour faire une synthèse objective selon un protocole précis et reproductible. Et donc de bien noter, bien sûr, nos journées scientifiques d'orthophonie qui seront autour de ces données probantes qui sont les 19 et 20 octobre 2023. Je te laisse la main, Stéphanie, aussi pour dire un petit peu ce que les gens peuvent retrouver sur le site, dont le tutoriel des SCED, de ne pas oublier de regarder, parce qu'on a parlé avec Marie Villain, donc le tutoriel des SCED qui est disponible sur la plateforme de la Suro. Et plein d'autres choses. Quelques-unes de nos actions, c'est également de développer une lettre d'information mensuelle dans laquelle on fait une veille scientifique. On relaie les appels à projets, les propositions de bourses, tout ce qui tourne autour de la recherche en santé dans des thématiques proches de l'orthophonie. On a une médiathèque dans laquelle on a quelques tutoriels, c'est une médiathèque qui s'enrichit au fur et à mesure, des podcasts, des comptes rendus d'événements. Donc, quand on présente dans des congrès et qu'on rencontre d'autres orthophonistes, on essaie un petit peu de les faire parler de leur présentation dans les congrès, par exemple. Une fois par an, on organise la soirée mémoire qui regroupe tous les mémoires, une sélection des mémoires présentés dans les différents centres de formation en France, avec différents prix qui sont remis. Et puis, voilà, donc on a développé un nouveau format récemment qui s'appelle « Bref, j'ai fait une thèse » dans lequel des doctorants, orthophonistes doctorants, jeunes docteurs, nous présentent leur thèse en quelques minutes. Et donc, pour rappel, bien aller dans la médiathèque, Peggy en parlait un peu avant, les gens ne vont pas accéder dans la médiathèque alors qu'il y a beaucoup d'articles, il y a beaucoup de ressources qui sont disponibles, en plus de tous les éléments que vous a cités, Stéphanie. Alors, je vais arrêter le partage, ce qui nous permettra déjà de se voir tous. Et puis, je veux bien voir vos questions et proposer les questions à la population des orateurs que je remercie vivement pour la richesse et leur respect du timing aussi. Y a-t-il des questions dans l'Assemblée? Il y avait une question que j'ai vue par rapport à y a-t-il un doctorat en orthophonie? Donc, actuellement, il n'y en a pas. Il en existe dans certains pays, mais la Société universitaire de recherche en orthophonie a pour vocation de faire évoluer donc cette
Cette nouvelle formation, cette nouvelle maquette de formation qu'on a mis en place en 2013 nous a permis d'avoir un grade master. Et donc, l'idée, c'est de permettre aux orthophonistes qui souhaitent s'engager plus spécifiquement dans la recherche de pouvoir à terme faire un doctorat en orthophonie sur les aspects spécifiques d'évaluation et de prise en charge orthophonique qui ne peuvent finalement, de ce point de vue-là, n'être réalisés que par les orthophonistes qui, comme vous le voyez, ont de multiples compétences. Après, on peut tout à fait faire un doctorat dans d'autres disciplines, hein, en neurosciences, en sciences du langage. C'est très intéressant et c'est un petit peu aussi enrichissant, il me semble, d'aller chercher les compétences, les connaissances et des cadres aussi un petit peu différents dans d'autres disciplines. Et c'est vrai que là, Point après, de vue, en tout cas. On n'est pas forcément d'accord là-dessus, en fait. c'est pas l'un ou l'autre, ça peut être complémentaire, hein. C'est-à-dire que c'est toujours intéressant quand même d'avoir un doctorat dans une discipline. Ça permet aussi la reconnaissance de la discipline. On peut très bien le faire en orthophonie ou dans un autre domaine si on peut aussi, comme tu dis, avoir une complémentarité dans une autre discipline. Et la Suro accueille des chercheurs en orthophonie et des chercheurs d'autres domaines qui s'intéressent aux mêmes thématiques que nous. Par définition, la recherche scientifique, elle est plurielle et pluridisciplinaire. Y a-t-il des questions spécifiques à l'un de ces chapitres exposés? Donc, le prochain webinaire sera donc le 9 février avec Cordélia et moi-même sur justement cette revue systématique avec tous les petits détails que Cordélia vous a explicités, les logiciels pour éliminer les doublons lors de l'analyse des articles, les titres, les abstracts. On vous donnera un petit peu cette méthode. J'espère qu'on a répondu à la demande de la présentation de l'outil. Merci. Vous voyez, donc je passe le message à tout le monde. Les présentations étaient synthétiques et informatives. Merci Mathilde pour ce message. Nous avons des gens du Chili que nous remercions d'avoir écoutés. Eh bien, s'il n'y a aucune question, j'approuve, très enrichissant, même pour des personnes expérimentées en recherche. Merci Claire. Merci infiniment de la part des étudiants de Nantes. Ben, voilà. Et on peut aussi dire que cette société qui est jeune, elle ne demande qu'à vivre, qu'à s'enrichir de la participation de toutes les personnes qui sont intéressées par ces thématiques de recherche clinique et de construction et de diffusion des connaissances dans notre domaine, s'alimentant des connaissances d'autres domaines. Voilà, Diane, elle ressort le petit livre. Marine Join, elle dit que ça, merci beaucoup pour les témoignages, ça donne envie et le format est top. Ça donne envie de quoi? De faire de la recherche ou de le lire? Ou les deux? Mais en tout cas, on sera là. S'il faut aider les autres, on sera là. C'est indiqué aussi dans le manuel, c'est-à-dire qu'on peut faire de la recherche de manière académique en faisant une thèse et en faisant un master, etc. Mais il y a plein d'autres façons de contribuer à la recherche et à la progression des connaissances en orthophonie. Et donc, il y a de la place pour tout le monde et tous ceux qui ont envie de nous aider à mieux prendre en charge nos patients et à travailler ensemble. Ah, la Suro, il y a une question, Peggy, tu as vu? Ouais, la Suro envisage-t-elle de développer des financements de thèse et ou des prix? Ça peut être une question. La Suro est donc affiliée à une université. Et donc, on pourra peut-être avoir des possibilités. Quand on parlait d'école doctorale, et ben là aussi, c'est des possibilités internes. Pour l'instant, elle est jeune, cette Suro, mais il y a des projets qui sont en cours. Et puis des subventions qui pourront être directement allouées au sein de l'université et non pas à un organisme privé. Donc, pourquoi pas? Oui, Anne, c'est une opportunité à laquelle nous sommes très sensibles et pour lesquelles nous avons déjà été approchés. Comment faire pour avoir accès aux offres de thèse disponibles? Tout est sur le site de la Suro, on les envoie systématiquement. De la même manière, les articles, tous les 2 mois, vous avez un article extrêmement récent avec une revue, avec une synthèse des articles. Pour se lancer, faut-il avoir une problématique très précise? Pas forcément, je dirais, mais au moins un domaine de prédilection parce que on ne se lance pas dans une recherche quand on n'est pas très familière avec le domaine déjà. C'est vraiment intéressant et important de voir que c'est accessible aux cliniciens. Bah oui,
Merci Antoine d'avoir souligné que c'est bien aussi d'avoir ces démarches peut-être avec quelques patients seulement afin que ça reste possible en cabinet. Oui, et les SCED sont là aussi pour ça, avec un niveau de preuve A. Ça vaut le coup aussi de s'y mettre rien que pour une reconnaissance de nos pratiques et de nos expériences et de nos prises en charge.